Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 février. Eh bien, tout d'abord, j'espère que vous allez bien en ce deuxième mois de l'année 2026. Alors, dans cette vidéo, comme vous pouvez le voir par vous-même, vous avez la carte du ciel de Jeffrey Epstein. Je crois qu'il n'est pas nécessaire que je vous le présente. L'actualité le remet au goût du jour. Et en fait, si j'ai voulu vous montrer son thème, c'est parce que oui, il est vrai que l'actualité en parle, mais c'est surtout et avant tout, non pas pour m'appesantir sur le personnage, et bien que tous les thèmes astrologiques méritent d'être explorés, mais c'est aussi et surtout pour vous montrer à nouveau l'importance des cycles planétaires et également des transits. Et le thème de Jeffrey Epstein est assez, je dirais, éloquent sur ce point. Alors, comme vous le constatez, il est né le 20 janvier 1953 à 6h15 à Brooklyn, aux États-Unis, dans l'État de New York. Alors, ce qui en fait un Verseau, tout début Verseau, ascendant Capricorne, avec conjonction Soleil, enfin plutôt un Soleil en Verseau et un Mercure en Capricorne, conjonction Vénus-Mars en Poisson, une Lune en Bélier, un Jupiter en Taureau, un Uranus en Cancer, Pluton, Lion, et Saturne-Neptune en Balance. Alors, je pense que vous commencez à vous habituer. Il y a une chose qui a dû vraisemblablement vous sauter aux yeux immédiatement, c'est que Jeffrey Epstein était né sous le cycle Saturne-Neptune. Voilà, les planètes les plus hautes de son thème. Or, nous sommes à nouveau au renouveau du cycle Saturne-Neptune qui va se faire à 0°45 du Bélier le 20 février. Alors, à ce propos, j'ouvre une petite parenthèse. J'ai reçu des mails me disant « Non, vous vous plantez, Saturne entre en Bélier le 14 février et ce n'est pas le 20 février. » Alors, petite précision. Il est vrai que Saturne entre dans le signe du Bélier le 14 février. Mais le renouveau du cycle Saturne-Neptune aura bel et bien lieu le 20 février à 0°45 du Bélier. Le renouveau du cycle, faites l'effort de comprendre cette notion. Le renouveau, les planètes vont être en aspect exact, ça va être l'éclosion de l'œuf. Ou si vous préférez, ça sera le kairos, le moment où le cycle redémarre. Et ce n'est pas le 14 février, ce sera le 20 février, je ferme la parenthèse. Donc, Monsieur Jeffrey Epstein est né sous le cycle Saturne-Neptune, et ce cycle est en train de se reformer. Donc ça veut dire que dans sa vie, s'il était encore du monde, il serait un renouveau de cycle de sa vie. Et alors, un renouveau qui est quand même important, puisque Saturne participe, puisque Saturne est sa planète de mètre 13 d'ascendant, maîtrise Mercure, et également une part du Soleil, car il ne faut pas oublier que dans le septénaire traditionnel, avant, Saturne était le premier maître du signe du Verseau. Vous avez deux types de Verseau, vous avez le Verseau uranien et vous avez le Verseau saturnien. Là, on voit que donc Saturne, là, important pour lui, est conjoint à Neptune, en maison 9, dans le signe de Vénus. Donc Vénus a maîtrise sur Saturne et sur Neptune. Voilà. Or Vénus, on la retrouve dans le signe des Poissons, conjoint à Mars. Si vous me suivez au niveau des maîtrises. Donc, la fameuse théorie qui avait été développée par une très grande astrologue qui s'appelait Madame Claire Sant'Agostini, qui avait développé la théorie du complexe d'identification, c'est-à-dire quand le maître d'ascendant est conjoint à une planète, celle-ci s'identifie aux valeurs de la planète. Donc Saturne, qui est le maître d'ascendant, le maître de Mercure, et le second maître du Soleil, est lié à Neptune et donc va s'identifier aux valeurs de Neptune. Et ce Neptune, lui, a maîtrise sur Mars et Vénus.
au trigone d'un Uranus Cancer. Un Uranus, donc, dans le signe de la Lune. Alors, déjà, simplement ça, on voit la chaîne à réaction au niveau des maîtrises. Alors là, on va s'attarder sur Vénus-Mars en Poisson, sous la maîtrise de Neptune. Alors, parlons-en un petit peu. Pareil. L'astrologie demande beaucoup de recul dans les interprétations et il faut être capable de tout voir et de tout intégrer. J'en entends certains me dire Neptune, c'est l'amour universel, c'est la planète de la spiritualité, de la paix, c'est le pacifisme. C'est exact. Mais Neptune, ce n'est pas que cela. Vous savez, là où il y a un endroit, il y a un envers, toujours. Neptune, c'est vrai, ça peut être la planète de la spiritualité, pacifique, très humaine, la planète qui nous réunit, qui nous rassemble, c'est vrai. Mais Neptune aussi, ça peut être aussi les colères de Poséidon, ça peut être la planète de l'opacité, la planète du flou, la planète protéiforme, la planète de la manipulation, la planète, je dirais, d'une forme de perversité, de dévoiement, de délitement. C'est aussi ça, Neptune. C'est aussi la fuite devant la réalité. D'où l'évasion dans tout ce qui va relever, pour résumer ma pensée, des paradis dits artificiels. L'alcool, la drogue, tout ce qui nous met qui va nous faire dévoyer d'une trajectoire. C'est également ça, Neptune. Il ne faut pas l'oublier. Or, on voit dans le thème de Jeffrey Epstein qu'il y a Vénus qui est exaltée dans le signe des Poissons et qui est conjoint à Mars, lequel Mars a maîtrise sur la Lune. Alors, c'est en maison 2, qui est une maison qui est liée au gain, à l'argent. À l'origine, la maison 2, c'est la maison du Taureau, la maison de l'oralité. Donc, on voit qu'il y avait chez lui, par cet ascendant Capricorne, ce Saturne perché dans le signe de Vénus. Vénus a maîtrise sur les deux, conjoint à Neptune. Avec une conjonction Vénus-Mars en maison 2 en Poisson, il y avait quand même chez lui les traces d'une très forte oralité. Une oralité qui prenait aussi appui sur une avidité. Saturne conjoint à Neptune. On a le côté restrictif et le côté expansif, les deux réunis au carré du Soleil et au carré de Mercure. Ce qui a marqué là une insatisfaction chronique, constante, une avidité et une oralité, qui a besoin de se satisfaire en permanence, puisque nous voyons que cette conjonction Vénus-Mars fait un semi-carré au Soleil. Il ne manque plus que le sesquicarré pour qu'il y ait la totale au niveau de l'aspect de tension intérieure. Bon. Alors moi, mes aspects dits mineurs, vous savez, je les ai faits avec des orbes qui sont très très serrés. Peut-être que vous, dans vos calculs, vous avez le sesquicarré. Et d'ailleurs, on peut penser qu'il existe, mais moi j'ai fait les orbes à du 0,5. Vous voyez, donc vraiment, c'est vraiment pour, justement, lorsqu'ils apparaissent, je sais qu'ils sont très très précis. Je me méfie de ceux qui jouent, qui font de l'accordéon avec les aspects. Donc on voit déjà là une base d'oralité, une nécessité sans arrêt de satisfaire cette oralité par les valeurs du Poisson, et Vénus-Mars à l'intérieur, Mars qui marque le désir, et l'avidité d'un Capricorne qui est sans arrêt en manque. C'est quelque chose d'insatiable qui est en train de se mettre en place. Alors, d'après ce que j'ai pu lire du personnage, il aurait fait des études de physique, des études de mathématiques, ce qui peut se justifier par cet ascendant Capricorne, ce Mercure Capricorne et ce Saturne en maison 9, qui est fort parce que Saturne en Balance, il est dans son signe d'exaltation. Ne l'oublions pas, donc Saturne est quand même dans son signe d'expression exaltée. Ensuite, on va trouver aussi une configuration intéressante, c'est ce Pluton-là, qui est dans la conjonction de la cuspide de la maison 8, il est le maître de son milieu du ciel, Pluton. Bon. Alors c'est vrai que ce n'est pas la planète, en termes de dominante, qui apparaît la plus forte, mais elle est quand même en conjonction de la cuspide de la maison 8. Et d'ailleurs, pour ceux qui utilisent les domifications Porphyre, en prenant les domifications Porphyre, Pluton passe dans la maison 8. C'est un petit clin d'œil
que je lance à ce cher ami Didier Gélin, parce que quelquefois il travaille avec Porphyre, et c'est vrai que de temps en temps, ça mérite la peine d'être observé, parce qu'avec le système Porphyre, la 8, Pluton est vraiment dans la maison 8. Bon, mais là, pour moi, il est déjà en conjonction. Il sort vraiment de la maison 7, et il va vers la 8. Bon. Or, Pluton est sous la maîtrise du Soleil, et le Soleil, lui, est en Verseau, au carré des planètes que je viens de vous préciter. C'est un Pluton quand même qui fleure avec les valeurs de la 8. Et la 8, bien, c'est la maison de l'argent, c'est la maison de la plutocratie, c'est la maison de la mort, c'est la maison de la sexualité. Nous avons une lune qui est en bélier. La lune qui marque l'affectivité. Là, on ne peut pas dire que l'affectivité soit très forte, elle est sous le signe de Mars. Carré ascendant, sesquicarré à Pluton. Bon, le quinconce au milieu du ciel, on n'en parle pas. Sesquicarré à Pluton, une lune qui maîtrise de surcroît Uranus, qui est angulaire à la pointe de 7. Bon, on a quand même un thème là, on a un thème quand même qui est assez, je dirais, comment vous dirais-je, en plus, on a les signes cardinaux à la ligne d'horizon qui sont des signes d'élan. On a une valeur d'un Verseau. Alors chez lui, je pense que c'est Uranus qui l'emporte au niveau de la fréquence entre Saturne et Uranus. C'est Uranus qui l'emporte, c'est clair. Par rapport aux orientations qu'il a prises dans le showbiz, le cinéma, l'argent, on est quand même dans les valeurs d'Uranus pour lui. Il a peut-être vécu son fond saturnien au tout début de sa vie quand il a été enseignant, mais déjà en tant qu'enseignant, il avait eu des problèmes au niveau d'harcèlement auprès de jeunes filles. Ça avait commencé déjà là à cette époque. Et on voit là justement, j'y reviens, Mars maîtrise la Lune, et Vénus maîtrise Saturne, Neptune. Donc on voit là, dans cette zone-là, une avidité, une oralité extrêmement forte. Et par Neptune, eh bien, ça a pris des voies de travers, ça a pris ce que nous connaissons de lui. Je n'ai pas besoin de vous faire un rapport du tableau du personnage. On n'est pas dans la lumière, c'est clair. On est vraiment dans tout ce qu'il peut y avoir de plus dégueulasse, quoi, intolérable. C'est pas c'est tout ce que la nature humaine peut donner de perversité, et le mot perversité est un peu faible. Alors là, on a aussi un profil qui peut avoir un côté manipulateur avec ces valeurs-là, parce que je pense que l'homme avait certainement une capacité à certainement séduire. C'est quand même un soleil en maison 1. Le maître d'ascendant est sous la maîtrise de Vénus, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'il avait des capacités à manipuler, à voiler les choses. Indéniablement, donc un phénomène d'attraction qui devait s'exercer certainement avec ce personnage. Alors moi, ce que j'ai envie de vous montrer aussi là, ce qui est intéressant, c'est justement les transits. Alors comme vous pouvez le constater, je vais vous mettre les transits. Voilà, on a Pluton là, qui est à côté du Soleil. Or la pleine lune que nous avons connue, vous savez, la toute première pleine lune, attendez, je vais vous la poser pour vous la montrer, puisqu'il n'y a pas de raison, puisqu'avec l'ordinateur, je le peux. Alors, la première nouvelle, alors, attendez, je ne vous fasse pas de bêtises, que je sois dans mes propos. Attendez. Je voulais vous montrer quelque chose, c'est le 18 janvier, la nouvelle lune du 18 janvier. Vous voyez, la nouvelle lune du 18 janvier, elle est importante, regardez. Elle s'est alignée là. Vous voyez l'alignement de la nouvelle lune du 18 janvier. Elle s'est alignée sur sa conjonction Soleil-Mercure. Avec cet alignement ici au carré de son cycle Saturne-Neptune, cycle qui est actuellement en reformation, en plus en Poisson, je vais vous en parler tout à l'heure. Uranus formait un trigone, mais un trigone encore en signe de terre, rétrograde. Donc là, il y a eu un déclenchement qui s'est fait à cette nouvelle lune du 18 janvier 2026. Là. Concentration sur la conjonction Soleil-Mercure qui se répétait avec un encadrement de Mars, Pluton et Vénus, Lune, qui sont deux planètes concernées dans l'affaire Epstein. Première chose que je voulais vous montrer. Ensuite, donc nouvelle lune, on va virer ça. On revient au thème. Transit. Voilà.
Ah, vous savez, je suis toujours dans le direct d'interprétation avec vous. Hein. Je ne prépare jamais mes vidéos en amont, je préfère rester dans une spontanéité avec vous. Alors, ça occasionne des fois des petites coquilles de ma part. Voilà, allez, j'aurai la faiblesse de vous demander d'être indulgent. Voilà. Bon. Donc, voilà. Alors, justement, pour vous faire comprendre les choses, Epstein est la démonstration de ce que je vous avais dit dans mes précédentes analyses, à savoir que l'année 2026 allait être l'année de la tombée des masques. L'année où nous allions avoir des révélations. L'année où le couvercle de la boîte de Pandore allait sauter et que l'on allait être en état de sidération, que les masques allaient tomber et que c'était nécessaire pour procéder à un énorme nettoyage. Et on voit dans le thème de Jeffrey Epstein que Uranus, là, n'est pas encore en Gémeaux, mais quand il va rentrer en Gémeaux, il va faire trigone au Soleil, qui est le maître de son soleil natal. Et là, je peux vous dire qu'on n'a pas fini d'en apprendre. Ça va être le moment où là, pour l'instant, Uranus est encore en Taureau, là, mais le 28 avril, il rentre en Gémeaux. Mais il commence déjà à faire son boulot. Hein. Il commence, donc il va aller au trigone de son soleil. Pluton sera toujours dans l'ordre de la conjonction, hein. Voilà. Donc, on n'a pas fini d'en apprendre et ça va éclabousser. Ça va éclabousser, puisque Neptune, lui, est rentré en Bélier, comme vous le savez là, et il est au sextile du Soleil. Alors, une petite chose que je voulais vous expliquer, importante. Pluton a traversé le Capricorne pendant des années, grande traversée. Donc cette traversée de Pluton dans le signe du Capricorne a joué par opposition au signe du Cancer. Donc Pluton, durant toutes ces années de traversée en Capricorne, s'est opposé aux valeurs du Cancer et aux valeurs de la Lune. Or, le Cancer, qu'est-ce que c'est? C'est les fondements, c'est les racines, c'est la famille, les sentiments, les enfants, la part de rêve, l'archétype féminin. Pluton s'est opposé à tout cela, il a sapé tout cela. Parce que je sais, Pluton, c'est pareil, on peut refuser de voir le côté bourbeux, pestilentiel, dégueulasse de Pluton. Passez-moi mon vocabulaire. On peut être sans arrêt dans la vision sublimée des choses. Pluton, oui, ça peut être une transcendance, mais c'est aussi la saloperie. Pluton, c'est la maison 8, la maison de la mort, de l'argent, de la sexualité. Comme le disait Napoléon, il y a deux choses qui mènent le monde, le pouvoir, l'argent et le sexe. Le pouvoir et l'argent étant imbriqués. Voilà. Et ça, c'est du ressort de la maison 8. Donc Pluton véhicule ça. Il a été en Capricorne, le signe du silence. Mais, lorsqu'il est arrivé dans les derniers degrés du Capricorne, on a vu là les paroles des femmes qui se sont soulevées. On dit, il y en a marre, on a assez subi le harcèlement, les viols, ça a explosé. Alors ça a explosé d'une façon brutale, forcément. Les libérations sont toujours radicales, sont toujours violentes, c'est logique. C'est un appel d'air. Donc ça a déjà commencé. Hein, Pluton a été au trigone d'Uranus, mais c'était dans les signes de terre, donc c'était maintenu. Mais là maintenant, ça y est, Pluton est rentré en Verseau. Il est passé sous la maîtrise d'Uranus, lequel Uranus va arriver au trigone, et là ça va se propager. L'information va circuler, il va y avoir un appel d'air, puisque durant cette traversée de Pluton en Capricorne, Neptune était en Poisson, donc le Cancer a subi l'opposition de Pluton et il a eu l'opacité de Neptune. Hein? Les valeurs de la Lune, t'es ni un petit garçon, t'es ni une petite fille, le côté opaque de Neptune, le côté indéterminé, protéiforme, il n'y a pas de contour, tout est flou. Il a bénéficié aussi du trigone de Neptune. Et ça a nourri toute cette phase-là. Donc toutes les valeurs lunaires, Cancer, ont été malmenées. Et puis la Lune, c'est aussi le signe des enfants. La pédocriminalité, qui a été là, cachée, Capricorne, le signe du mutisme. Mais à présent, là, ça y est,
la part d'ombre. Hein. Eh bien voilà, ça y est, ça va sortir au grand jour. Donc je pense que là, actuellement, avec l'affaire Epstein, il y en a qui doivent claquer des genoux, à mon avis, et je pense que nous n'avons pas fini d'en apprendre. Nous n'en sommes qu'au début. Et ça va peut-être même nous laisser en état de sidération. On va peut-être voir des noms des personnes qui sont concernées. Jamais on n'aurait cru un seul instant que ces personnes puissent être concernées. Alors après, il faudra faire attention aux excès, évidemment, être prudent. Et puis n'oubliez pas que quand on va arriver au mois de juillet, Jupiter va rentrer. Je vous avais montré le thème du mois de juillet 2026. Jupiter va être à un moment donné à l'opposition de Pluton, donc c'est la justice. On va demander justice, réparation à tout ce qui relève du clavier plutonien, parce que Pluton sera en Verseau, il y aura l'opposition. Dans le même temps, Jupiter sera au trigone de Neptune. C'était le juillet 2026. Donc, il va y avoir là une période, là, on est à l'amorce du début du commencement de révélation. Et puis Uranus en Gémeaux, signe de la communication des médias. On ne va pas pouvoir bloquer la circulation et les révélations. Alors on peut comprendre également, maintenant avec le recul, pourquoi certains veulent à tout prix bloquer, régenter les réseaux sociaux. Évidemment, parce que ça se passe par là. Alors évidemment, pour le meilleur et pour le pire, je suis d'accord avec vous. Bon. Alors on comprend pourquoi il y a une volonté de vouloir régenter, contrôler à tout prix les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, personne ne les contrôle. Et là, on comprend pourquoi il y a cette volonté-là qui se fait sentir. Parce qu'évidemment, là, ces révélations avec Epstein, ça va taper très haut, très très haut. Ça tape dans ce microcosme-là également, parce que n'oublions pas que Pluton, c'est aussi l'argent, c'est la plutocratie, c'est la finance internationale. Et il s'en passe. Alors je ne veux pas, verser dans des propos caricaturaux, mais tout de même, voilà, ça se mélange. C'est, comme disait mon grand-père, qui était un vieux communiste, c'est la famille tuyau de poêle. Tout le monde s'entube. Excusez-moi, c'est pas très élégant, mais c'est un petit peu ça. Donc tout le monde est imbriqué, tout le monde est lié l'un à l'autre. Epstein qui s'est suicidé par pendaison dans sa prison, voyons, oui. Les assassinats maquillés en pendaison dans les prisons, c'est bien connu. On l'a éliminé parce qu'évidemment, il était extrêmement dangereux. Parce qu'il savait énormément de choses, évidemment. Et tout était filmé et tout était soigneusement archivé. Alors évidemment, cette conjonction Saturne-Neptune qu'il a dans sa maison 9, là, avec une cuspide de 9 sous la maîtrise de Vénus, laquelle est en Poisson, on est dans un registre neptunien, donc ça rayonne large. C'est mondial. Ça rayonne. Le cycle Saturne-Neptune nous renvoie aussi aux valeurs liées à la Russie, donc on peut penser qu'il y a peut-être des imbrications entre la Russie et ce que Epstein a su. On peut hypothéquer cette chose-là, puisqu'il contient le cycle Saturne-Neptune qui peut rentrer en résonance avec la Russie, puisque la Russie est liée au cycle Saturne-Neptune également. Donc il y a des ramifications qui vont très très loin. On est dans le domaine, la maison 9, le côté international qui est lié à l'étranger. Et on a, comme je vous le dis, la cuspide de cette maison qui est en Poisson, donc sous la maîtrise de Neptune. Il y a une réception mutuelle entre Vénus et Neptune, Neptune vénusien, Vénus neptunienne. Donc il y a une résonance entre les deux. Le Soleil, qui maîtrise Pluton, et la maison 8, est dans la maison 1, donc on voit au semi-carré de ces deux planètes-là, donc ça rejoint mes propos sur une oralité insatisfaite chez lui et qui s'appuie sur une avidité constante. Voilà, bâti sur peut-être sur une peur inconsciente de manquer, mais ça ne justifie pas les dérives que ce type a prises, et les saloperies qu'il a commis par ailleurs sur des mineurs. Voilà. Donc, alors on voit que sa maison 7 est Cancer, précisément. Il y a eu la traversée de Pluton pendant des années, là. Donc, ça n'a fait qu'accentuer les choses, pour lui. Voilà. Uranus, Uranus, le maître d'ascendant, est justement dans les valeurs. Maître d'ascendant, pardonnez-moi, maître du Soleil,
et dans les valeurs justement de la famille. Uranus, lui, n'est pas très à l'aise. Vous savez, dans les valeurs, tout ce qui est lié à l'affectivité, c'est pas le monde d'Uranus. Lui, ça en touche. Alors Uranus, dans le signe de la famille, il vient saccager tout ça. Il vient bousculer. Il vient marginaliser. Et en plus, c'est un Uranus qui est au trigone de Mars, Vénus. Donc, on a tout le côté marginal là, de l'uranien qui s'exprime. Le gars qui ne va pas traverser dans les clous. Opposé en plus à Mercure, et qui vient nourrir Vénus-Mars. On est dans le rapport de l'argent, là, complet. Et les valeurs des planètes, des signes d'eau, qui sont on a les valeurs de Lune-Neptune. On voit le côté très, comment vous dirais-je, opaque, et puis ce côté où comment dirais-je, les valeurs de Neptune vont tout mêler. Et il a tout rassemblé, il a tout mêlé, ce type-là, puisque ça touche autant le monde de la politique, de la finance, du showbiz. Il y a tout le monde a baigné, dans cette fange neptunienne-là. On a vraiment un thème où toutes les valeurs sont vécues par le bas. Voilà, c'est clair, elles sont toutes vécues par le bas. Il n'y a rien à faire. Un thème qui est tiré par le bas. Voilà, c'est le constat qu'on est obligé d'en tirer. On a un Jupiter qui est quand même angulaire, au fond du ciel, tout de même, qui est là. Les fondements sont taureaux, donc on voit encore là une valeur de signe fixe et une valeur vénusienne, avec un Jupiter qui est à l'intérieur. Donc on voit une expansivité du patrimoine qui s'est créé. Jupiter au fond du ciel, Maître de la 12 et de la 11, les appuis qui ont joué. Mais le patrimoine qui s'était quand même constitué, ce Jupiter est au trigone, de l'ascendant. Il n'a pas d'aspect très particulier, il joue sur les angles, mais il est piqué au fond du ciel et il est angulaire. Voilà. Donc on voit quand même l'importance de ce Jupiter dans son thème, et puis l'angularité également uranienne. Jupiter et Uranus sont les planètes les plus proches des angles. On est là tout à fait dans un peu le mythe de Prométhée. C'est moi, je suis mon propre Dieu et je fais ce que je veux. Il y a une interview que j'ai écoutée, qui est très courte, parce que l'homme est loin de me fasciner, où on le compare à Satan, et il est assez séduit par la comparaison. Oui, bien sûr, oui, on comprend. On comprend que ça appuie. Le journaliste lui a tendu une perche qu'il a saisie avec grand plaisir. Il a dit qu'il n'y avait jamais songé et que ça n'avait pas l'air du tout de le déranger. Évidemment, puisque ça a résonné dans son propre thème. Alors vous voyez qu'au niveau des transits, là, on a une démonstration flagrante comment les transits jouent. Et là, on a vraiment la démonstration du fait que la boîte de Pandore va s'ouvrir. Alors n'oubliez jamais ceci, c'est qu'au fond de la boîte de Pandore, il y a le mot espérance. L'espérance est au fond de la boîte de Pandore. Mais avant de pouvoir s'emparer de l'espérance, il faut déjà affronter toute la part d'ombre. Voilà, et c'est ce que nous allons vivre, et l'année 2026 va être une année déterminante sur ce plan. Alors après, comme je vous l'ai dit, au niveau individuel de chacun, ça va jouer différemment pour chacun de nous, mais ça peut être un moment pour nous aussi où on peut faire le point, chacun de nous, pour faire du nettoyage. Si par exemple vous êtes en analyse, en psychothérapie, ça peut être une année extrêmement importante pour vous, d'avancer, d'éclaircissement, vous ferez peut-être des anamnèses, comme on dit, des choses comme ça, et qui vont être des années de révélation et d'éclaircissement pour vous. Alors bien sûr, les Verseaux et les Gémeaux sont particulièrement concernés, mais surtout du premier décan. Parce que Uranus va filer, mais là actuellement les premiers décans, également la Balance, mais également les signes fixes, par carré, je dirais que pratiquement tout le zodiaque est concerné, parce que même les signes cardinaux vont l'être par le fait que Saturne et Neptune vont être en Bélier. Voilà, donc je dirais que tout le zodiaque est touché par ces mouvements planétaires de planètes lentes. Voilà, donc on est même tous à notre niveau, et peu importe notre signe concerné, par des prises de conscience et des transformations. Voilà. Voilà la petite note vidéo que je voulais vous faire. Alors ensuite, évidemment, on va laisser l'information suivre son cours.
Le renouveau du cycle Saturne-Neptune va également jouer, puisque ce renouveau va être à 0 degré du Bélier et va être en aspect exact du Soleil. Il va y avoir un sextile exact le 20 février au Soleil, en Bélier, signe de feu. Donc là, on peut dire que l'air et le feu, ça s'attise. Et dans la foulée, Uranus arrivera derrière le 28 avril, en Gémeaux, Trigone Soleil. Donc on a un phénomène là qui est expansif, qui est ascensionnel. Voilà. Donc, sans oublier aussi une chose là qui a dû vous sauter aux yeux, mais plus c'est évident et moins on le voit, il va y avoir le transit de Saturne sur sa lune natale. C'est pas l'aspect de la popularité, mais vous me direz, il n'y a pas besoin de ça, vu le personnage. Et puis après, il y aura le transit de Neptune qui va suivre dans la foulée. Mais il va y avoir Saturne qui va traverser déjà cette année. Donc là, la Lune qui est maîtresse de sa maison 7 et d'Uranus, là aussi, Saturne qui marque le juge va venir mettre de l'ordre. Sans oublier que Jupiter, à partir du mois de juin, va rentrer en Lion et va faire un trigone très rapide à la Lune natale. Puis après, il va avancer très très vite et il ira sur Pluton en toute fin d'année 2026. Il va venir réveiller Pluton qui est le maître du milieu du ciel. Donc un Jupiter qui va rentrer dans la 8. Donc c'est pareil, Jupiter met en résonance, en vibration ce qu'il rencontre, il va mettre en vibration les valeurs de Pluton. Donc, vous voyez un peu ce qui est en train de se tramer. Gentiment, mais sûrement. Saturne ira d'ailleurs au carré de son Uranus natal. Ça va être au mi-temps de l'année. Ça, dans la maison 3, qui est une maison qui est liée à la communication. Alors évidemment, on va faire en sorte de verrouiller. Saturne 3 qui marque l'information, c'est la diffusion, les informations. C'est la maison des Gémeaux à l'origine. Saturne qui va arriver là, on va faire en sorte de verrouiller au maximum. C'est certain que tout va être fait pour bloquer la diffusion des archives et des dossiers Epstein. Saturne arrive là, sur la Lune, maîtresse d'Uranus, il ira au carré d'Uranus, on va faire en sorte de verrouiller, de bloquer. Ça, c'est certain. Ils vont mettre le paquet. Mais je ne pense pas qu'ils vont y parvenir parce que malheureusement pour eux, et heureusement pour nous, Uranus va faire son travail. En plus, il rentre dans la maison 5, qui est plutôt une maison sympa, la maison 5. Et là, il va faire son boulot, Uranus. Il va s'en donner à cœur joie. Voilà la petite note que je voulais faire sur Epstein. Bon, j'ai pas envie de m'appesantir davantage sur le thème. Ce thème aurait pu être vécu, évidemment, sur un autre plan, un autre niveau. Voilà, sa rencontre avec un financier a été, à mon avis, déterminante parce que cette rencontre a justement mis en résonance cette oralité et cette avidité chez lui. Voilà. Et c'est ce qui l'a fait basculer. Et puis alors après, ça a été la porte ouverte vers ce que nous connaissons, qui n'a rien de brillant. Voilà. Écoutez, je voulais vous faire cette petite note. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager ma vidéo, mettez-moi un petit pouce et puis inscrivez-vous à ma newsletter, autant sur mon site que ma chaîne. Et puis sachez que je donne aussi des consultations en privé ou à distance. Et pour avoir les informations, écoutez, allez sur mon site internet. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une autre aventure astrologique. Au revoir.